Bravo à tous les chercheurs et les chercheuses que nous venons de voir. Passons maintenant à la deuxième section de notre cérémonie. Les chaires philanthropiques sont créées dans un domaine spécifique grâce à des dons de personnes, d'entreprises ou d'organismes publics et privés. Expression de leur générosité, elles témoignent aussi de l'intérêt et de la qualité de la recherche menée à l'Université de Montréal. Leurs titulaires sont des figures respectées du domaine. Et dans cette deuxième catégorie, les chaires philanthropiques, nous accueillons Isabelle Peretz et M. Simonet Dalabella. Permettez-moi de rappeler leur impressionnante feuille de route. Madame Isabelle Peretz est professeure titulaire au département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurocognition de la musique. Elle est titulaire de la chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale depuis 2004. Et elle est aussi la lauréate 2019 du prix Femmes de mérite, catégorie recherche et innovation de la Fondation du Why des femmes. Et tout récemment, on apprenait avec bonheur qu'elle est la lauréate 2020 du prix Armand Frappier, le prix du Québec pour les bâtisseurs, les bâtisseuses. Monsieur Simonet Dalabella est professeur titulaire au département de psychologie de la Faculté des arts et des sciences. Il est co-directeur du BRAMS, l'International Laboratory of Brain, Music and Sound Research, et avec Madame Peretz, il dirige la chaire Casavant en neuropsychologie et cognition musicale depuis 2019. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Madame Peretz, commençons avec vous. Aujourd'hui, il est courant d'entendre parler de la neuroscience de la musique. Le fait que ces notions soient entrées dans le discours populaire, on vous le doit. Parce qu'au début de votre carrière, vous avez dû batailler assez ferme pour faire reconnaître l'existence de ce qu'on appelle le cerveau musical. Quel était le moteur de votre motivation? Mais d'abord, j'aimerais dire que j'ai pas dû me battre si fort. Comme vous voyez, maintenant, je suis auréolée. C'est sûr qu'au début, on était une poignée, même je dirais deux. Ce domaine n'existait pas parce que c'était plutôt l'idée que la musique est un art exquis, une invention une invention qui ne s'étudie pas en neurosciences ou dans les sciences du cerveau ou même en psychologie fondamentale. Et puis moi, j'avais la ferme conviction qu'au contraire, la musique est ancrée dans notre biologie. Et donc, j'ai pris cette position très biologisante très tôt. Elle n'a pas plu nécessairement à tout le monde, bien sûr, mais disons que la population très rapidement, et mes collègues de discipline ont vu un intérêt à ce domaine, surtout si c'est fait de façon rigoureuse. Donc finalement, ce qu'il fallait avoir comme ingrédient, c'était d'avoir ces deux passions sur la musique d'abord et la neuropsychologie, qui est mon domaine. Et finalement, c'était l'audace ou la naïveté, je ne sais pas, de réconcilier ces deux domaines. Et donc, et je pense qu'un des piliers importants aussi, c'est d'avoir fait très rapidement de la recherche dite solide, rigoureuse. Parce que c'est avec ce type de recherche qu'on peut convaincre qu'effectivement, il s'agit d'une science et pas d'un beau discours culturel, sûrement, mais pas ancré dans la science. Alors je pense qu'on a réussi ça et qu'avec le temps, on a regroupé un ensemble de partenaires, si vous voulez. Et maintenant, aujourd'hui, on a vraiment une discipline établie. Vous avez multiplié les découvertes tout au cours de votre carrière, une carrière qui se poursuit. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement étonné? C'est difficile de retourner en arrière. On est toujours centré vers les nouvelles choses à découvrir et à étudier. Mais tout était un peu étonnant, fatalement, puisqu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, le fait que, par exemple, même avec Simonet Dalabella, ça remonte à quelques années quand même s'il a l'air très très jeune, où nous avions, c'était une idée amusante parce que c'était dans l'idée que la musique ne pouvait pas être vraiment un instinct ou ancrée dans notre biologie parce que
la plupart des gens ne pouvaient pas chanter ou chanter incorrectement. Et en fait, on a consulté la littérature et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien là-dessus, qu'on ne savait pas que si effectivement les gens chantaient faux, étaient si nuls pour chanter. Et ça, c'était finalement le plaisir de cette recherche-là, c'est qu'on avait un stagiaire belge qui était très effronté et qui a dit, moi, je vais vous enregistrer tout ça dans le parc public de Montréal. Et il a pris la chanson québécoise de Gilles Vigneault, Gens du pays, et il a prétendu que c'était son anniversaire. Et on a eu énormément de données, donc de gens, monsieur, madame, tout le monde qui généreusement chantait à Michel, Gens du pays. Et on a analysé. Alors là, ça a été le gros travail qu'on a fait en collaboration. Alors ça me fait presque plaisir. Simonet, je t'assure que c'était pas prévu que je parle de ça du tout. Mais rien qu'à te voir, ça m'est revenu à l'esprit qu'on a fait cette aventure-là. Et on a analysé vraiment note par note toutes ces chansons et on s'est rendu compte que finalement, ils chantaient juste. La majorité chantait juste. Et si on les ralentissait un peu, eh bien, ils chantaient encore mieux. Et pas mieux que Gilles Vigneault en tout cas. Et il chante pas si faux. Hein. On l'a aussi enregistré a cappella et on l'a analysé. Donc oui, il y a eu plein de découvertes comme ça, mais je suis pas ici pour vous raconter. Je suis pas convaincue que je passerai ce test-là, moi. Tout le monde a cette idée qu'il chante faux. Mais si tout le monde chantait faux, mais comment pourrions-nous rire ou détecter que quelqu'un chante faux? Pensez-y, hein, c'est comme la peau de banane. Hein. Ouais. Dites-moi, Madame Perrette, avant de passer la parole à Monsieur Dallabella, en 2004, vous avez inauguré la chaire Casavant. En 2005, vous avez fondé le Brahms. Au fil des ans, vous avez mis en place les conditions pour que votre domaine scientifique prospère à l'échelle internationale. Est-ce qu'il y a une réalisation dont vous êtes particulièrement fier? Ah oui. Je pense que d'avoir réussi à rassembler ces personnes qui... Juste une petite poignée, mais vraiment de gens passionnés. C'était surtout avec mon collègue de McGill, Robert Zatorre. On a réussi à rassembler toutes les forces vives de Montréal et à créer un centre de recherche, qui est le premier centre de recherche, donc Brahms, centré sur cerveau et musique. Et finalement, ça a légitimé, si vous voulez, la discipline. C'est pas qu'on avait besoin d'un centre pour légitimer, mais c'est devenu comme un phare. Donc, c'est un peu ça qui est devenu Brahms, c'est un symbole de cette discipline qui est la neurocognition, la neuroscience de la musique. Merci, Madame Perrette. Monsieur Dallabella, à vous. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais on pourrait aussi dire qu'elle peut traiter, qu'elle peut soigner. Vous étudiez, entre autres, comment l'usage de la stimulation et de l'entraînement rythmique peut améliorer les habiletés motrices chez les patients qui sont atteints du Parkinson. Pouvez-vous nous en dire davantage? Disons, pour faciliter les comportements chez certains groupes de patients. En fait, on a recueilli au fil du temps de plus en plus de données en neurocognition de la musique qui nous permettent de voir que la musique agit sur plusieurs parties du cerveau, sur différents types d'activités. Donc, on peut effectivement l'utiliser avec l'objectif d'améliorer certaines capacités. Alors, le cas du Parkinson est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, les Parkinsoniens, comme beaucoup de gens savent, ont des difficultés motrices. C'est la définition même de la maladie. Donc, ils ont un tremblement, ils ont une difficulté dans la marche, ils marchent très lentement, avec des petits pas, ils risquent de chuter. Mais étrangement, lorsque on leur présente un rythme très simple, ou une musique très rythmique, leur comportement devient beaucoup plus normal, beaucoup plus, caractéristique d'une personne âgée sans déficit. Alors, pourquoi c'est très intéressant pour nous? C'est parce qu'en fait, ça s'appuie sur une capacité qu'on a tous de réagir motoriquement à la musique. Alors, la musique, et en particulier le rythme de la musique, est, je dirais, presque un stimulateur du système moteur. Combien de fois on s'est retrouvé à osciller avec la tête, à tapoter de nos doigts, avec nos pieds, en présence d'une musique très rythmique, même sans le vouloir. Eh bien, les Parkinsoniens semblent utiliser ce même type de capacité pour
améliorer leur comportement. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau du laboratoire? Eh bien, on présente des stimuli simples, comme un métronome ou de la musique, et on voit que les patients s'améliorent. Ils font des pas plus longs, ils sont plus stables, ils risquent moins de chuter. On retire le stimulus, et bien, les patients reviennent à leur marche déficitaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On peut les entraîner. Donc, on peut les entraîner pendant 1 mois, 2 mois, en leur demandant de marcher avec les stimulus. Ou même, plus récemment, dans notre laboratoire, on utilise ce qu'on appelle des jeux vidéo sérieux. Des jeux sur tablette dans lesquels les patients tapotent en rythme avec la musique, en restant assis, entre autres. Et donc, on peut voir si, après une période d'entraînement, il y a un bénéfice sur les caractéristiques de leur marche, même en absence de stimulation rythmique. Et on a des résultats qui sont extrêmement intéressants. Donc, voilà, c'est toute une direction de recherche qui nous passionne parce que ça montre comment la musique, et en particulier son rythme, en faisant référence à des mécanismes qui existent chez tout le monde, de synchroniser notre mouvement avec un rythme externe, mais ils arrivent à bénéficier en particulier de cette capacité, et donc pallier certains déficits qu'on trouve chez les patients. C'est absolument fascinant. En tant que co-directeur du Brahms et maintenant co-titulaire de la chaire Casavant, vous êtes bien placé pour voir venir les choses. Pouvez-vous nous donner un avant-goût de percées qui se préparent dans votre domaine? Alors, j'ai fait un peu suite à ce que Isabelle Pérez a dit tout à l'heure, hein, qu'effectivement, après beaucoup d'années, beaucoup d'efforts, il y a eu cette capacité de créer une communauté très passionnée et très motivée ici à Montréal. Je peux dire qu'avec le Brahms et avec d'autres collaborateurs ici à Montréal, on est vraiment chanceux d'héberger ici à Montréal cette opportunité de conduire de la recherche des pointes dans notre domaine. Je peux vous dire qu'on nous envie partout au monde pour ces capacités. Alors, qu'est-ce que le futur nous prépare? Un peu à la suite de ce que je disais, je pense que une direction, ce sera de développer plus les aspects thérapeutiques de la musique. On connaît de plus en plus les mécanismes qui rentrent en jeu chez la personne qui est saine. Il y a une grande quantité d'études en neuroimagerie chez les patients, chez la personne saine, qui nous permettent de voir quel type de mécanisme rentre en jeu lorsqu'on écoute et on fait de la musique. Maintenant, on peut utiliser ces connaissances fondamentales pour justement créer des interventions qui sont ciblées. Le cas du Parkinson en est un, mais il y en a plein d'autres qui vont se développer, à mon avis, au cours des prochaines années. Donc, c'est important parce que la recherche qu'on fait n'est pas, entre guillemets, que de la recherche fondamentale. Je crois beaucoup à la recherche fondamentale, elle est essentielle. Mais là, on peut avoir un impact sur la société par des interventions qu'on peut développer. Le deuxième point, et je m'arrête ensuite, ce sera de développer des relations plus étroites avec les nouvelles technologies. Il y a tout un monde qui se développe, un monde qui nous permet de collecter beaucoup d'informations en temps réel avec des senseurs, avec des outils qui vont au-delà des capacités du laboratoire. Tout le développement qu'on a en apprentissage machine, intelligence artificielle, c'est sûr que notre domaine va aussi interagir de plus en plus fortement avec ces domaines. Monsieur Dalla Bella, Madame Perretz, merci pour votre temps. Toutes nos félicitations. Et maintenant, regardons ensemble les nouveaux titulaires de chaires philanthropiques et ceux et celles dont le mandat a été renouvelé.